conservation classique que vous pratiquez a maintenant une autre sœur qui est la conservation communautaire. Comment voyez-vous cette combinaison de conservation dans les contextes de la RDC avec toutes les menaces qu'il y a? Pour nous, il n'y a pas de différence entre les deux conservations. En réalité, même nous conservons pour et par les communautés. Ce que nous faisons, c'est pour les communautés. La preuve est que lors du processus de la mise en place de nos aires protégées, il y a toujours cette étape de la consultation des communautés. Il y a cette étape de la participation active de la communauté pour la délimitation, pour le consentement, pour l'option de ce que fera la nouvelle aire protégée. Alors, je pense que ce qui fait la différence, c'est seulement au niveau des porteurs. Qui est le porteur maintenant de cette activité aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont les communautés qui pensent qu'à leur niveau aussi, ils peuvent créer des aires de conservation, qui ne sont pas des aires protégées, mais des aires de conservation, qu'on appelle concessions de conservation ou les concessions de forêts communautaires. Et toutes ces aires, nous pensons que ce sont des bonnes initiatives. Il est important qu'à côté des aires protégées créées par l'État et qui sont gérées par l'État, qu'il y ait déjà des aires protégées privées qui existent déjà et créées par des privés, mais aussi qu'il y ait des aires protégées créées par les communautés. Et c'est la combinaison ou l'assemblage de ces aires protégées qui amène l'État au niveau d'une valeur nationale de la conservation. Ça permettra au gouvernement de dire nous avons conservé, puisqu'il y a des expériences des communautés, il y a des expériences des privés et il y a l'expérience étatique. Et nous, comme agents de l'État et comme techniciens en la matière, nous pensons que notre devoir, c'est accompagner ces communautés dans cette vision. Comme on est technicien, on doit leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'ils ne disent pas conservation alors qu'il ne faut pas conservation. Parce que quand on parle de conservation, on va se conformer aux normes de la conservation. La conservation n'est pas un simple élevage qu'on fait dans la basse-cour, non. C'est la conservation et il y a des principes de la conservation qui doivent être respectés et c'est ce que nous devons faire à côté des communautés. Aujourd'hui, il y a quand même, on a évoqué même dans la salle, ce conflit qui existe entre l'ICSN, qui est votre institution, et les communautés qui vivent autour des aires protégées que vous gérez. Est-ce que vous pensez qu'avec la conservation communautaire, il y aura peut-être baisse des conflits entre les communautés et l'ICSN? Non, il est vrai que les conflits que les gens ont toujours présentés, ce sont des gens qui sont quelquefois mal intentionnés. Moi, ça, c'est une vision personnelle. D'abord, il faut retenir que les arbres qui sont à côté, il suffit qu'il y ait un petit vent pour qu'ils se cognent. Et ça ne veut pas dire que vous devez demeurer en conflit permanent, non. Les conflits, c'est aller au-delà peut-être de ce que les gens peuvent considérer. Il y a des incompréhensions, bien sûr, entre les aires protégées et les communautés. Les incompréhensions, par exemple, sur la délimitation des aires protégées. Où on peut dire, nous lisons le décret ou la loi, la limite est passée par ici. La communauté dit, non, ce n'est pas ici, nous pensons que ça doit être ici. Mais on finit toujours par s'attendre et mettre quelque part. Il y a des zones où il n'y a pas de délimitation, où on se dit, chez nous, on nous arrête, mais on ne connaît pas vraiment les limites du parc. Et ça, on peut qualifier ça de conflit. Mais en réalité, ce ne sont pas des conflits, ce sont des incompréhensions qui peuvent être réglées et on trouve des solutions. Il y a cette question des premiers occupants, les peuples autochtones qui vous diront non, nous, c'est notre forêt. Ils sont venus nous chasser dans notre forêt. Et ce relèvement, on les a chassés. Il faut des études. Est-ce qu'il n'y a pas des ONG qui sont derrière et pour cette revendication? Parce que souvent, on est tombé dans des considérations comme ça où les gens revendiquent et quand vous poursuivez, vous disent non, ce n'est même pas nous, on ne savait pas ça. C'était les ONG qui veulent chercher l'argent derrière nous et qui nous poussent à faire cette revendication. Et tout ça, si c'est l'ONG qui va dire, vous dira, il y a un grand conflit. Si c'est la personne qui vit à côté de la protéine, vous dira, on n'a pas de problème avec les parcs. On a connu tous ces discours, mais nous croyons que la manière dont nous sommes en train de travailler, avec la vision actuelle même renforcée encore du directeur général Yves Milan,
je pense que cette question est en train d'être élucidée de plus en plus pour renforcer vraiment la concertation communautaire, aller vers la communauté pour que la communauté puisse atteindre le niveau de s'approprier le travail qu'ils sont en train de faire. Trouver que si nous conservons, c'est pour eux. La preuve est que moi je suis ici, j'étais à Bukavu il n'y a pas longtemps. On m'a déplacé, mais on ne déplacera jamais la communauté qui est à côté des aires protégées. Alors qui en est le propriétaire à ce moment-là? C'est moi qui conservais, qui gérais, ou c'est la personne qui est là? Parce qu'elle est là toute la vie. Et même les enfants de ces enfants resteront là à côté du parc. Mais moi, demain je peux être au Katanga, comme avant j'étais au Maniema, et c'est comme ça. Donc le vrai propriétaire des aires protégées, c'est la communauté. Alors ma dernière question, c'est de savoir comment vous entrevoyez justement l'avenir de la conservation avec les AMC, les autres mesures de conservation, notamment celles que vous êtes en train d'évoquer dans cette conférence. Oui, je pense que nous sommes très contents des AMEC. Le problème, c'est que les porteurs de tous ces projets ou de propositions AMEC, ils doivent vraiment faire un grand lobbying pour qu'on soit clarifié et éclairé du devenir de ces AMEC. Le monde lui-même montre qu'il n'y a pas encore de choses concrètes. Les autres mesures efficaces, quelles sont ces mesures? Il n'y en a pas encore. Donc il doit y avoir des mesures efficaces de conservation qui doivent être bien définies, bien orientées pour que l'ICCN se positionne par rapport à ça. Mais aujourd'hui, dire que non, nous ne voulons pas, non. Nous encourageons au contraire. Si c'est bien défini, nous pensons que ça va nous aider à répondre à la politique du pays des 30-30. Mais ensemble, on doit essayer de réfléchir dans le dialogue pour voir qu'est-ce qu'on doit créer réellement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour répondre à ces besoins de 30-30. Et ça avec l'ICCN et avec le ministère de l'Environnement, sans exclusion. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Voilà.